va essayer de poser des bases un petit peu saines. Quelque chose de très 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 important qu'il vous faut comprendre, c'est que là ce soir on va parler du coup du métier de dev. Il peut arriver que par abus de, on va dire abus de langage, on dise développeur, mais évidemment on parle de développeur et de développeuse. Donc peut-être qu'on dira dev, ça évitera tout souci. Mais sachez en tout cas que le côté inclusif est hyper important de notre côté. Donc on ne parle pas évidemment de métier forcément au masculin. Ça inclut développeur, développeuse. Voilà, c'est quelque chose de très important sur lequel je voulais revenir. Je te propose qu'on rentre dans la première partie du coup et qu'on attaque un peu ce sujet de formation qui est un sujet qui est quand même Mmh. relativement vaste. Alors déjà, première question peut-être qui peut être cool pour compléter un petit peu ta présentation. Est-ce que toi tu peux nous dire déjà de toi-même quel a été ton parcours scolaire et professionnel jusqu'à arriver à aujourd'hui? Quelle a été ta démarche et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui? D'accord. Alors moi, au début, moi j'avais découvert le dev assez tôt, mais c'était pas forcément ma «passion» entre guillemets. Ok, Au lycée, j'ai fait section S, donc c'était scientifique et après la suite logique, c'était de partir en école préparatoire, donc j'ai fait maths sup que j'ai foiré. yes. Ensuite, je suis allé en licence de maths, mais ça m'a pas plu. En fait, j'ai réalisé un peu trop tard, il m'a fallu 2 ans quand même, que j'aimais pas les maths. Je commençais à faire un petit peu dans mon coin pendant cette licence, un petit peu de Flash pour ceux qui ont connu ça. C'était un logiciel où on pouvait faire de l'animation, du dessin et aussi écrire un peu de logique dessus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes 1res vraies lignes de code aussi. Mais du coup, moi, j'étais à fond dans cette optique-là et je voulais travailler dans l'animation, 2D et de l'animation 3D. Donc je m'étais inscrit dans des écoles, d'animation. Alors je sais plus si c'est Supinfocom ou Supinfo, je sais plus le nom qu'elle avait. Accessoirement, je me suis inscrit aussi en DUT parce que c'était moins cher et finalement, bah, j'ai choisi l'option safe, le DUT et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment plongé dans le développement et en fait le côté, j'ai réalisé que j'étais pas créatif et du coup que j'étais plus orienté, logique. La logique me plaisait plus. Donc j'ai fait du dev et après ce DUT-là, j'ai eu une bascule en licence pro et je me suis arrêté à la licence pro parce qu'en fait, je réalisais que ça se formait plus pour le rôle de chef de projet. Bah, ça m'embêtait parce qu'on faisait de moins en moins de dev, on faisait plein de trucs, ce qui était cool, hein, ça élargit un peu ses horizons. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le côté dev et créer quelque chose de moi-même. Du coup, ouais, moi, je me suis arrêté à une licence pro et beaucoup des choses que j'ai appris finalement, si je devais résumer ma formation, ça a été beaucoup, beaucoup d'autodidacte. Les DUT, les choses comme ça sont sympas pour t'apprendre. Moi, ça s'appelait SRC, je crois qu'aujourd'hui, c'est MMI. Ok. C'est des DUT un peu multimédia. C'est-à-dire, j'ai pas fait un DUT informatique où vraiment tu apprends des langages de bas niveau, des trucs comme ça. Moi, c'était vraiment des connaissances généralistes. On a touché un peu au storyboarding, on a touché aussi à tout ce qui était électronique, mais voilà, c'était très large, mais on n'approfondissait rien. Et mais c'est très cool si vous voulez être chef de projet parce qu'au moins vous connaissez un peu tous les domaines. Mais du coup, moi, ça m'a. Après, je voulais faire vraiment du dev et donc j'ai décidé de persister sur cette voie-là de mon côté, quoi. Pas spécifiquement la nécessité de passer par une école d'ingé ou ce genre de choses. Enfin, toi en tout cas, ça n'a pas été ton cas, quoi. Non, mais il faut voir que mon cas est un peu particulier étant donné que je sortais de 2 ans d'échecs. Déjà, les passerelles étaient difficiles à avoir. Il faut savoir qu'en DUT, si vous avez des bons résultats, vous pouvez faire directement un saut et aller vers des écoles d'ingénieurs. J'en avais un peu marre des études à ce niveau-là, donc j'ai pas forcément persisté et comme je dis, c'est le dev qui m'intéressait. De manière, assez rigolote, je trouve que le dev, moi dans Ouais. mon DUT en tout cas, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, donc peut-être ceux qui font du MMI aujourd'hui pourront le dire, mais moi, il y avait vraiment peu de gens que ça intéressait. Mhm. Sur une promo de 30 ou 40 personnes, je crois qu'il y avait, 3 personnes max qui voulaient faire du développement, quoi. Tu termines du coup ta licence pro et après tu te lances en freelance, c'est ça si je me trompe pas? Alors pas vraiment non, en fait, en licence pro, donc c'était une licence un peu à distance. Ouais. Du coup, pendant ma licence, en fait, il y a une boîte qui propose un poste et pour ce poste, elles font un petit concours. Donc c'était basiquement créer un CRUD en PHP, donc pas le truc très compliqué. Du coup, bah, j'ai fait ce test-là. Du coup, j'ai eu mon poste et donc j'étais en plein milieu de mes études et ils ont accepté que, je travaille chez eux et ils me libéraient, 2-3 semaines pour finir mes études après. Donc finalement, milieu de licence pro, j'avais trouvé un taf qui n'a pas forcément perduré très longtemps parce qu'il y a eu un licenciement économique plus tard derrière. Ok. Mais ouais, j'ai eu mon premier taf comme ça pendant ma licence pro et c'était un petit peu au hasard, Alors, si on reste un petit peu focus sur cette partie formation, question d'ordre un petit peu général, tu me dis si tu es capable d'y répondre ou pas, hein, c'est pas une question piège, mais aujourd'hui, si tu devais conseiller une personne qui débute, il peut y avoir de tout âge, hein, puisque aujourd'hui les reconversions professionnelles sont tout à fait faisables, il y a beaucoup de passerelles, quel serait le conseil que tu donnerais et par où est-ce qu'il faudrait commencer pour devenir développeur ou développeuse web selon toi? Alors pour moi, avant même, donc l'étape où on est dans l'idée de faire ce métier-là, je dirais que c'est d'essayer de pratiquer un petit peu le développement en amont Mhm. pour voir si c'est déjà quelque chose qui vous intéresse ou pas. D'accord. Ce qui est, assez bien avec ce métier-là, mais c'est aussi le cas de beaucoup de métiers, c'est qu'on peut trouver, bah, de la formation un peu tout seul sur internet et commencer à faire ses premiers pas. Mhm. Je dis pas de faire entièrement l'apprentissage tout seul dans son coin parce que c'est difficile, mais déjà voilà, de voir si ça intéresse parce que peut-être on a une vision qui est pas forcément réaliste du métier. Ouais.
Et ça peut permettre aussi de découvrir les différents types de développement parce qu'il y a le développement web, il y a Ouais, le développement de jeux, il bien y a du sûr. développement système. Donc il y a pas mal de choses et ça permet déjà de savoir vers quoi on va s'orienter. Après, pour l'orientation, si vous sortez de bac, je dirais que moi, j'ai plutôt tendance à aimer le diplôme d'État parce que c'est reconnu et on peut toujours un peu retomber sur ses pattes et trouver des équivalences. Après, pour la reconversion, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même les formations courtes qui ont la cote. Surtout ne pas hésiter dans ce cas-là aussi à essayer de trouver des anciens étudiants, de leur demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Parce que les formations, il y a à boire et à manger. Moi, Ouais. c'était le problème aussi quand je voulais faire de la 3D. Les formations, il y avait vraiment des formations très cotées et des formations où c'était un peu pas terrible. Donc ouais, se renseigner avant de s'engager, c'est surtout ça qui est important parce que, surtout dans le cadre de la reconversion professionnelle, parce que ça prend du temps et c'est pas du temps qu'on peut gaspiller facilement, je dirais. Tu aurais un conseil sur l'orientation, partir directement sur des frameworks? Est-ce que plutôt commencer par le HTML, CSS? Est-ce qu'il faut aller directement sur du JS? Je sais pas. Est-ce que tu aurais, on va dire, un conseil d'orientation sur, OK, je veux commencer à apprendre, je veux tester un petit peu. Par quoi est-ce que je commence comme type de langage ou autre? Alors, j'ai une vision assez spécifique du truc, donc je précise, c'est ma vision. Bien sûr. Je dirais de commencer, alors HTML, CSS. Moi, j'ai plutôt une approche ludique, c'est-à-dire qu'on commence à créer des choses et c'est tout de suite intéressant. Certaines personnes vont préférer avoir une approche plus, on va dire universitaire où on apprend la technique. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa de commencer à créer une page et de voir un peu ce qu'on fait. Ça motive surtout quand on est plus en autodidacte. Après l'HTML et le CSS, on peut apprendre un petit peu le JavaScript côté client, je dirais, pour commencer à faire quelques interactions. OK. Après moi, j'aime bien conseiller plutôt le PHP côté back-end parce que je trouve que c'est un langage qui est plus simple dans le sens où c'est de l'HTML auquel on rajoute des balises. Du coup, c'est plus facile d'apprendre et de commencer. En transition, tu veux Là, dire? ouais, en transition, je trouve que la transition est un peu plus fluide parce qu'on Mmh. peut amener ça plus progressivement, alors qu'en JavaScript, il faut tout de suite un petit peu plus amener des choses avec Node.js et tout, ça peut être un poil plus pénible. OK. Alors que là, par exemple, avec PHP, je sais qu'on peut mettre une variable dans l'URL et l'afficher. Ça donne quelque chose qui est un peu plus interactif, je trouve, pour les apprenants. Par contre, pour l'ordre entre le back et le front, là, c'est genre un petit peu de voir. Ouais. Mais finalement, c'est le cursus que moi je propose sur mon site. Je dirais que le problème aujourd'hui des roadmaps, celle que tu as montrée tout à l'heure, Ouais. c'est qu'elle fait tout de suite peur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont finalement anecdotiques et qu'on peut voir un peu sur le tas, mais qui ne sont pas nécessaires. Dès qu'on voit ça, c'est vrai que ça peut faire peur un petit peu aux personnes qui apprennent. Alors, pour information, du coup, cette roadmap, je l'ai trouvée sur roadmap.sh, qui, je pense, est enfin, un site assez connu quand on parle de Ouais, roadmap. Et donc, typiquement, il vous propose plusieurs choix en fonction de ce que vous souhaitez aborder comme thématique. Et donc, dans la partie back-end et front-end, on a effectivement un début, on va dire, il conseille de partir sur Internet, le HTTP, etc., les DNS, les noms de domaine. Bon, il est vrai que quand on veut commencer un petit peu à pianoter, à se faire quelques sites, voilà, quelques pages statiques purement HTML, CSS, c'est un peu dommage, on va dire, de prendre peur, comme tu le dis, effectivement, avec tous ces termes un petit peu techniques. Donc, peut-être bypasser, aller directement sur du HTML, CSS, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça, par exemple, quand on a créé son premier site, on peut peut-être, aller sur un mutualisé, le déployer sur un petit serveur sans Mhm. forcément, trop comprendre ce qu'est un nom de domaine, Ouais. sans forcément comprendre tout ça. Donc moi, je suis plus dans cette idée-là qu'il y a des choses qu'on peut apprendre après coup, parce que c'est le reflet aussi de mon expérience. Il y a beaucoup de choses que je commençais à explorer que, beaucoup plus tard, enfin, dans mon parcours. Mhm. Ça vient aussi du fait que je suis autodidacte et ça m'a pas forcément gêné non plus pour l'apprentissage. Sur ton site, tu proposes justement un cursus qui s'articule un peu sur la pédagogie que tu nous indiques ici. Donc, commencer par le HTML, le CSS, et puis voilà, la partie HTTP, etc., qui vient juste après. Si jamais vous voulez démarrer, je ne peux que vous recommander d'aller suivre les formations de GraphiCart, sachant qu'il y a une bonne partie qui est gratuite et il y a une autre partie Mmh. qui est payante, c'est du freemium, mais c'est dérisoire par rapport à tout ce que ça va vous apporter. Combien ton abonnement? 5 € C'est 5 € par mois, mais sur Ouais, la partie cursus, vous pouvez faire la plupart des choses sans en sans gratuit. avoir à payer. Autre question que j'avais, tu nous dis effectivement que tu as été surtout très très autodidacte, c'est là où tu as le plus appris. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, déjà j'allais dire est-ce qu'on peut être autodidacte? Réponse oui. Est-ce que c'est valorisable ça? Surtout toi qui est finalement en freelance. Donc bon, aujourd'hui, étant donné ton expérience, étant donné ta notoriété au travers de la création de contenu, je pense qu'il n'y a rien à redire. Mais est-ce que une personne qui débuterait, est-ce que toi par exemple, quand tu as été débutant, tu as pu facilement valoriser justement le fait d'être autodidacte? Comment tu peux justifier ça auprès de potentiels clients ou d'un employeur? Je dirais que la principale problématique finalement, ça va être de passer le premier mur qui est de faire, lire son CV, quoi. Moi, j'ai des clients pour lesquels, si je passais leur dispositif d'entretien, je pense que moi, ma candidature, elle serait pas retenue parce que j'ai une licence seulement. Par exemple, quand j'ai commencé à faire un peu du React pour certains clients, ils demandaient des années d'expérience que même moi j'avais pas, ce qui, Mmh. n'avait pas de sens. Donc je dirais que c'est ça qui pose un vrai problème, c'est de passer cette barrière-là. Après, si cette barrière est passée, en général, vous allez, faire des entretiens et là, ce qui prime, c'est vos vraies connaissances. Donc du coup, ça a pas d'importance de comment vous les avez acquises, tant que vous les avez, quoi. Et pour le côté freelance, moi personnellement, on m'a jamais, jamais, jamais demandé un diplôme ou quoi que ce soit, quoi. Une question, alors que j'ai posée là, même si je connais un peu la réponse, est-ce qu'il faut
absolument être bon en maths pour devenir développeur? Bon, on peut penser que oui, parce qu'en fait, pour être développeur, il y a une partie logique, qu'il faut avoir. Si vous êtes très logique, c'est-à-dire que vous êtes bon en maths, dans les maths du collège-lycée où c'est beaucoup de problèmes, en fait, où on te donne des outils, il faut arriver à les utiliser pour résoudre la problématique, ce qui est sensiblement un peu identique à ce que l'on fait dans le dev. Ça va vous faciliter la vie. Par contre, c'est une gymnastique. C'est pour ça qu'on fait faire plein de problèmes, c'est pour entraîner la logique. Donc quelqu'un qui n'est pas super bon en mathématiques, déjà, il peut ne pas être super bon parce que ça l'intéresse pas, ce que je peux tout à fait comprendre. Ouais, bien sûr. Et ensuite, la logique, c'est à force de pratiquer, à force de faire du développement, bah, la personne, elle va acquérir cet esprit logique. Voilà, c'est juste que certaines personnes peuvent avoir des facilités si on est bon en maths, mais c'est pas du tout une obligation. Sauf, je dirais, peut-être, sur certains autres métiers de développeurs. Par exemple, dans le développement de jeux vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de trigonométrie, de ray tracing et de choses comme ça, Ouais, où là, les mathématiques peuvent être problématiques. Et pareil, je pense que dans tout ce qui est intelligence artificielle ouais, bien sûr. aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs, c'est calcul matriciel et compagnie. Et je pense pour avoir essayé de regarder un petit peu, si vous n'avez pas un niveau de mathématiques assez, élevé, vous y comprenez rien. Moi, Ça en devient tout vite cas, je sais que compliqué, c'est ouais. mon cas. Alors, tu vois, j'ai partagé mon écran, je suis sur ton site, je vois énormément de petits logos qui popent de partout. Et alors, la chose la plus impressionnante que j'ai, et c'est une question qu'on m'a demandé de poser, mais c'est vrai que c'est une question qui me taraudait également. Comment est-ce que tu fais pour arriver à être en veille sur autant de technologies aussi diverses et variées? Est-ce que tu arrives déjà à tout retenir ou est-ce que tu reconsultes tes propres vidéos et tu te formes toi-même? Comment est-ce que c'est possible de rester en veille sur autant de techno en fait? Alors, ceux qui me regardent en live le savent, effectivement, le problème de vouloir se diversifier autant, c'est que tu peux pas tout mémoriser. Il Ouais. y a une limite finie à ce que tu peux connaître. Les vidéos me servent de mémoire, sauvegardée, donc je retombe dessus quand j'en ai besoin. De manière générale, bah, moi je suis parce que c'est un peu «mon job» entre guillemets en tant que formateur. J'aime bien regarder, les choses et essayer de les simplifier aussi pour les gens, donc ça Mmh. fait partie de mon truc, mais il y a beaucoup de techno finalement que je vais évoquer et que je ne vais pas forcément persister à utiliser dans le milieu professionnel et donc je finis par oublier avec le temps. Par exemple, sur tout ce qui est front-end, on peut se dire: «Ah beh, il connaît plein de choses». C'est des technos où on a vite fait le tour. En fait, juste survoler, ça suffit à comprendre comment fonctionne une technologie et après, bah, si jamais on en a besoin, on va réexplorer, on va réapprofondir. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on maîtrise tous ces outils-là. Comment est-ce que tu vis le fait d'avoir formé autant de gens qui sont quand même des gens d'univers, très différents, d'âges très différents? En fait, j'ai jamais trop réfléchi à ça. Les vidéos, je les fais un peu entre guillemets «en sous-marin» dans le sens où je les fais parce que ça me fait plaisir de les faire aussi. J'aime bien explorer les technos et faire les choses et c'est vrai que j'ai réalisé ça, relativement récemment, l'impact que ça pouvait avoir et donc c'est vraiment super cool. Ça fait toujours plaisir de croiser des gens et de se dire, bah, qu'ils ont commencé ou qu'ils sont dans ce métier-là, bah, en partie grâce à moi et donc c'est vraiment cool et c'est aussi ce que j'aime aussi dans la communauté des développements, c'est qu'il y a vraiment cet esprit de partage. Ouais. Grande majorité, les gens sont bienveillants et ils hésitent pas à partager leurs connaissances. Donc c'est vraiment cool et ça marche vraiment dans les 2 sens aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute, elle peut autant apporter, qu'une personne qui a de l'expérience, Bien sûr. justement avec une nouvelle vision et donc c'est super intéressant. Dernière question avant d'enchaîner sur une autre partie. Est-ce que toi, tu te sens prof et est-ce que tu aimerais un jour peut-être enseigner IRL dans la vraie vie? Est-ce que tu aurais des envies d'enseigner voilà, dans une école ou autre? Est-ce que tu préfères rester sur ce mode-ci? Moi, à l'heure actuelle, je préfère ce mode-ci. Alors, il y a 2 raisons. La première, elle est plutôt égoïste, c'est que j'aime pas du tout avoir des horaires et ce que j'aime beaucoup avec le format vidéo, bah, c'est que tu fais quand tu as du temps et quand tu as de l'envie et quand tu as du contenu. La seconde raison, c'est en termes d'efficacité. Je trouve que c'est plus simple d'expliquer face à une caméra, pendant, 1 ou 2 heures et ensuite de mettre ça en ligne et ça peut servir à beaucoup, beaucoup de personnes. Ok. Qui me gêne avec la formation, c'est le fait de se dire: «Je vais, répéter un peu les mêmes choses». Donc en termes d'efficacité, je trouve que c'est moins efficace pour moi en tant que formateur. Après le côté, avoir des élèves en face, c'est quand même cool aussi pour pouvoir les aider un peu plus. J'imagine que sur les gens qui regardent des vidéos, il y a des gens qui vont pas comprendre ou qui ont loupé certains trucs que j'aurais pu leur expliquer si je les avais en live. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Ma vision des choses est d'essayer de le faire le moins cher possible et c'est difficile de réconcilier formation physique et prix bas, quoi. On a une question qui est intéressante, je suis désolé, je ne l'avais pas prévue, mais Vas-y, je la vas-y. trouve très cool. Est-ce que du coup, le fait d'essayer d'expliquer des technologies te permet de mieux les comprendre? Ouais, très, 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 très bonne question. Parce que si je suis complètement honnête, le fait que je connaisse bien la plupart des technos que j'ai traités sur le site, c'est essentiellement parce que je les ai expliqués. Si je prends l'exemple récemment de React, par exemple, avant de faire la formation, il y avait beaucoup de choses où je partais sur des hypothèses sur je pense que ça fonctionne comme ça parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Mais j'ai Ok. jamais vraiment exploré de fond en comble. Donc à travers la formation, bah, je me suis forcé à essayer de comprendre tous les hooks parce que quand vous voulez expliquer quelque chose, forcément, vous êtes obligé de le comprendre parfaitement pour pas faire de bêtises. Du coup, c'est vrai que ça me fait, moi, apprendre
les technologies de fond en comble, alors que avant de faire des formations, j'ai tendance plutôt à les survoler, quoi. C'est aussi pour ça que quand vous travaillez en équipe et que vous devez faire des reviews de code ou ce genre de choses, vous êtes obligé d'expliquer pourquoi vous avez fait les trucs. Ça vous permet aussi de beaucoup vous améliorer.